Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end pascal et que vous êtes tranquillement installés pour écouter nos experts ce soir pour l'émission Le Kiosque. Bonsoir Michel Branchi, rédacteur en chef de Justice, Austérité Macron. Comment ça va? Ça va. Mais j'ai un petit... Oh là, tu as trop fait. On aurait pu quoi? Je vous dis tout de suite que mes interventions seront concises et courte et limitées parce que pendant les deux jours de plénière de la CTM... Tu as fait beaucoup d'interventions. Ouais, alors non, mais c'est pas que j'ai beaucoup parlé, mais il y avait une clim d'enfer. Et comme j'étais déjà un peu patraque, ça n'a pas amélioré les choses. On aurait pu croire que tu étais avec la Banamano au Boravina dimanche. Ah, j'aurais préféré ça. J'aurais préféré ça. t'es quasiment être plus chaud. Oui. Bonsoir Eddy, merci beaucoup d'être avec nous, patron de presse à la Martinique. Bonsoir Mano, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et j'ai eu des témoignages de Guadeloupe, donc merci à tous ceux qui nous écoutent au-delà de la Martinique, et notamment en Guadeloupe. Et il y a une dame qui m'a pas lâché, j'ai envie de dire ça comme ça dimanche, en me disant, elle veut absolument que je t'embrasse pour la nouvelle, elle veut que je te fasse un bisou. Comme elle n'est pas là, il faut donc beau, il dit, bah, ouais. Puis moi, explique, non, mais pas beau, beau gars. Je vais regarder l'émission en mano, on est tiré beau, je vais rentrer en l'eau. Qui m'a dit ces messieurs, les beaux? Vous, à Google, comme ça. Non, il y a beau la ria, moi, il y a beau à la télévision. C'est pas même bagarre là. Il y a chez beau la ria pour beau. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Journaliste à Martinique. Personne ne t'embrasse là. Mais j'embrasse tout le monde. Dans la rue. Non mais il n'y a pas de problème. Tout le monde a envie de l'embrasser. Oui. Enfin voilà, c'est vrai quand c'est lui, il faut vraiment que tu viennes avec nous, hein, Michel. Ouais. Mais écoute, tu sais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ben oui. Puis de toute façon, j'aime beaucoup la Guadeloupe, alors... Mon père m'a toujours dit que la Guadeloupe est plus belle que la Martinique, que les paysages sont plus beaux. Alors je vais me faire des ennemis ici, mais c'est vrai que ils ont une plus grande variété de paysages. Ouais. Et en plus, c'est l'île aux belles eaux, avec toutes les îles de la Guadeloupe. C'est vrai que c'est magnifique. Ouais. Très bien. Alors, puisque nous parlons de la Guadeloupe, j'ai vu que le député Letchimi était en Guadeloupe justement pour parler de l'indivision. C'est un problème récurrent pour la Martinique et pour ici. Il y a une loi qui, semble-t-il, porte son nom sur l'indivision. Qui a été votée à l'unanimité par le Sénat. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer aux Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais qui nous écoutent ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que cette loi va emmener, va changer? Est-ce que c'est une bonne chose? Puisqu'on voit bien partout où on passe dans les communes, on voit bien qu'il y a des maisons là et on te dit ouais mais c'est dans l'indivision, c'est pour ça qu'on ne peut pas y toucher. Donc, si on peut expliquer ça au plus grand nombre. Ce qu'apporte cette loi, ce que change cette loi, c'est la condition pour sortir de l'indivision. Ouais. Donc en fait, le nombre de personnes dans une famille qui vont maintenant pouvoir décider de sortir de l'indivision. Alors jusqu'à maintenant, c'était très compliqué. Un casse-tête. C'était un casse-tête parce qu'il fallait l'accord de quasiment tout le monde. Ouais. Oui, enfin j'allais dire quasiment tout le monde, oui. Il y avait certains cas dérogatoires, mais bon, ouais. On va dire 100% des héritiers connus. Parce qu'il y avait les héritiers non connus qui pouvaient revenir derrière en disant, bon, aujourd'hui, il suffit de la majorité plus, c'est ça? Oui, la majorité plus une personne. Oui. Donc si dans la famille il y a 10 enfants, il suffit de 6 enfants pour faire en sorte qu'on sorte de l'indivision. Alors sortir de l'indivision, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un partage, ça veut dire vendre le terrain, ça veut dire allouer le terrain à une destination particulière qui est prise, donc la décision est prise à la majorité. Voilà. Ouais. Et évidemment, c'est une révolution extraordinaire, puisque dans certaines villes, au cadastre, on recense certaines villes de Martinique. Sur la Guadeloupe, je n'ai pas bien étudié le truc. On va jusqu'à 80% des terres cadastrées qui sont en indivision. C'est catastrophique. Ben ouais. Au Macouba, par exemple. Entre autres, au Macouba. Mais bon, dans toute la Martinique.
il y a un certain nombre de... Même à Fort-de-France, hein, Ah oui. il y a des quartiers entiers. Les fameuses dents creuses. Voilà, il y a des quartiers entiers qui sont en indivision. Alors, ça a deux avantages. Bon, c'est clair que ça a des inconvénients pour ceux qui ne voulaient pas vendre ou qui n'acceptaient pas le partage, etc. Bon. Et puis, donc ça, c'est le premier avantage, c'est évidemment de dynamiser le secteur de la construction. Puisque notre problématique majeure, c'est celui du logement. C'est l'une de nos problématiques majeures. Et surtout de l'indisponibilité foncière en centre-ville pour des opérations de logement social. Donc ça va libérer des terres, puisqu'il y a des gens qui, de toute façon, n'ont pas intérêt ou n'ont pas le souhait d'habiter sur 600 mètres carrés rue Garnier-Pagès, d'une part parce que ça coûte horriblement cher, et puis c'est pas pratique d'habiter à 12 rue Garnier-Pagès à Fort-de-France, quoi. Donc il vaut mieux vendre ce terrain-là à des prix qui sont relativement intéressants pour qu'un bailleur social l'achète et fasse des logements. Voilà, donc ça dynamise l'économie de manière générale, en tout cas l'économie du logement. Et puis ensuite, ça permet de lutter contre cette espèce de folie urbaine, d'espaces désertiques, ce que Michel appelle les dents creuses, à l'intérieur d'un centre-ville. Tout simplement parce que, c'est synonyme de dégradation urbaine, de squat, de délinquance, etc. etc. Ouais. Et pour un maire, c'est une catastrophe, parce que le maire peut très bien mener un certain nombre de procédures, notamment d'abandon manifeste, etc. Mais c'est super long. Et puis il pouvait toujours avoir un type qui se ramène en disant, bon, messieurs, j'ai fait un test de paternité, il est positif, je suis l'héritier, donc, les autres là pas bon. Et là, ça va être compliqué. Donc, bravo à tous. Ça va résoudre pas mal de problèmes. Je vais ajouter simplement, à condition quand même que ce mécanisme soit maîtrisé et que ce ne soit pas non plus l'occasion de relancer une spéculation immobilière qui va à l'encontre de l'objectif dont tu parles, qui est de repeupler les centres-villes avec des logements sociaux. Parce que le phénomène moderne, c'est pas seulement en Martinique, c'est que la dynamique de l'immobilier, c'est de chasser les classes populaires des centres-villes à la périphérie des villes et de réserver les centres-villes à des immeubles de rapport, des sièges sociaux, des bureaux, etc. etc. Bon, par exemple, si je prends la ville de Fort-de-France, il serait bien de redonner un peu de convivialité à cette ville. Bon, mais ça, c'est un choix. Non, est-ce que ce sont les dents creuses qui font que Fort-de-France est déserté de plus en plus? Parce que c'est impossible de garer, c'est pas évident, et puis il y a des centres commerciaux autour, donc... La dent creuse a pour conséquence de dévaloriser le prix, la valeur des logements autour. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le type, il va pas te donner le prix que tu estimes devoir toucher pour ton terrain, si à côté tu as une espèce de squat innommable. Voilà. Non, moi j'ai déjà fait un reportage donc, sur ces fameuses dents creuses, et il y a une rue, alors je ne me souviens plus, c'est près de la rue Isambert, là, je crois que c'est la rue Isambert, où une maison sur deux pratiquement est en dents creuses et en indivision, est fermée. Et donc, vous avez une rue qui est quasiment déserte, c'est-à-dire qu'elle est vide. Il y a un commerce, et le gars, il me dit, moi, je suis tout seul. Et donc, du coup, ça n'amène pas, il n'y a pas de fréquentation de population. Oui, c'est un vrai problème. Ce n'est pas le seul, bien entendu. Mais si celui-ci n'est pas résolu, il y aura un vrai problème toujours à Fort-de-France. Donc, ça, c'est pour Fort-de-France, pour les centres-villes. Mais pour les centres-bourgs, c'est-à-dire les petites communes comme Macouba, Saint-Esprit, notamment... On connaît ça aussi au Gaumont. Je pense que c'est une plaie, c'est une catastrophe, parce qu'il y a beaucoup de maisons en division et finalement,
Il y a toute une politique de redynamisation des centres-bourgs qui a été mise en place et c'est pratiquement impossible vraiment de revitaliser les centres-bourgs avec tous les dispositifs qui existent à cause de ce manque de foncier, à cause de ce manque de place. Et Michel disait très justement, il faudrait faire attention justement qu'aujourd'hui, ça ne soit pas, que l'objectif final ne fausse pas en fait cette redynamisation. Il s'agit par exemple de faire revenir des gens dans les centres-bourgs. Les gens ont déserté les centres-bourgs. Donc, il s'agit de replacer les familles pour refaire vivre ces bourgs. Et je pense qu'avec cette loi, ce sera peut-être possible, mais il faudra être vigilant là aussi. D'accord. Donc, avant de parler du budget, qui a été un gros morceau de ces 2 derniers jours, on peut parler avant ça, on peut parler de ce qui se passe en France, avec la grève perlée, c'est comme ça qu'ils appellent ça. On a cherché beaucoup d'appellations. Ouais. Grève en pointillé, grève perlée. Grève tournante. Alors, c'est une nouvelle méthode, effectivement, qui a été imaginée par les 4 grands syndicats qui... Ça me te plaît, en tout cas. Ça peut pas lui. Moi, je pense que l'innovation en matière de lutte sociale doit s'adapter à l'innovation de la part du capital. Ah, du capital. Le capital a trouvé un jeune homme de 38 ans pour défendre ses intérêts sous des aspects séduisants, Ouais. bon, avec une com moderne. Il ne faut pas que les travailleurs restent les 2 pieds dans le même sabot et qui trouvent aussi les parades. Et ce que je vois là, c'est le début d'une... Et ils sont en train en plus de gagner la bataille de l'opinion publique. Alors, le Premier ministre, Édouard Philippe, disait ce matin, je crois, sur une radio, enfin un média en métropole en France, qu'on ne lâchait rien. Alors, est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu Juppé, cette histoire-là? Parce qu'on se rappelle, c'était une longue grève avec Juppé à l'époque, et il avait capitulé, je crois. Est-ce que vous pensez qu'on parle dans le même système là encore? On peut difficilement comparer. Juppé s'attaquait à des dizaines de millions de gens. Et là? Ben là, Édouard Philippe s'attaque à 110 000 personnes. C'est différent, ok? Des cheminots. Cheminots. Quand tu t'attaques à des millions de personnes en disant, attendez les mecs, moi je vais faire en sorte que vous partiez à la retraite le plus tard possible, et je veux vous en donner le moins possible, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon. Là, je pense que c'est différent. Alors, Michel, c'est un va-t-en-guerre médiatique en disant, bon, il gagne le... Non, il faut être très objectif là-dessus. Les sondages indépendants montrent quoi? Là où, effectivement, Michel a raison, c'est que le nombre de gens qui soutiennent la grève augmente. Oui, d'accord. Bon. Mais si on compare à 95, la grève était soutenue dès le départ par plus de 75% des Français qui disaient il est hors de question de changer le système de retraite. Okay. Bon, entre-temps, les Français de 95 ont capitulé puisque le système de retraite a été changé. Et il y a même eu un changement majeur du système de retraite sous Hollande et il n'y a rien eu dans la rue. Non, mais tu te rends compte, c'est dingue, quoi. C'est là que tu te dis... Attends. Il y a un mois et demi, il y a les retraités ont manifesté leur colère. Non, sur Hollande. Pas sur les retraités, hein. Non, sur Hollande. Changement, Hollande a fait quand même un changement majeur dans le système de retraite en France et Pani rien. Bon. Alors, je sais pourquoi Hollande a réussi, parce qu'il a dit, bon, pendant sa campagne, il est très fort, Hollande, hein, on pourra toujours tirer sur lui, mais il est très fort. Et pendant la campagne, il a dit, moi, Sarkozy vous a enlevé un truc là, c'est le départ à la retraite à 60 ans pour les gens qui ont souffert. Et le premier jour où il est arrivé, il a remis ça en place. Donc, quand tu remets ça en place et que derrière, tu dis, ça, c'était 6 millions de personnes. 6 millions de personnes qui disent, bon... Et puis derrière, pour le reste, tous ceux qui vont venir, donc plusieurs dizaines de millions, il a dit, bon les mecs, je suis désolé, mais on va encore retarder le départ à la retraite, puisque
ce que Sarkozy n'avait pas réussi à faire complètement, Juppé n'avait pas du tout réussi à faire, Hollande a réussi. Là, il ne s'agit pas de toucher au système de retraite. Hein. Il s'agit de dire, bon, il est définitivement admis que nous allons chercher l'argent où nous pouvons le prendre. Bon, c'est ça, le père Macron. C'est ça. Alors, là où on va le surveiller, et en particulier nous, médias, c'est de manière systématique aller voir où il cède et où il prend. Là, en l'occurrence, la problématique majeure de la SNCF, c'est d'être une valeur symbole de la CGT. OK ? Et Macron a décidé de manière très claire de briser la CGT. OK ? C'est pas compliqué. Hein ? Pour une raison qui n'est pas une raison idéologique, Macron s'en fout de la CGT. Mais pour une raison claire, c'est que la CGT représente pour lui l'obstacle numéro 1 à la passation d'un certain nombre de réformes. Il préfère avoir affaire à la CFDT ou à des... Alors, il y a des syndicats qui sont un peu moins généraux, par exemple l'UNSA, qui sont plutôt corporatistes, en fait, dans des sections de l'économie, que avoir affaire à la CGT. Or, ce que Macron n'a pas encore compris, malheureusement pour lui, c'est qu'il n'y a plus de lien, je dirais, d'ADN fort entre le Parti communiste et la CGT. Et le Parti communiste ne joue plus du tout son rôle. Donc Michel va pas aimer ça, mais c'est vrai. On n'entend pas le Parti communiste. C'est pas parce qu'on n'entend pas qu'il n'existe pas. Non, mais j'ai pas dit. Non, mais ça, c'est un raisonnement de communicant. Je n'ai pas dit que le Parti communiste n'existait pas. Wow. J'ai dit deux choses, Michel, et au moins sur ça, tu vas être d'accord avec moi. Un, le Parti communiste est inaudible sur ces questions-là. Inaudible, ok ? Non, il est inaudible parce que les médias ont décidé qu'il est inaudible. Non, le Parti communiste a ses propres médias, ok ? Et moi, je regarde, j'achète l'Humanité. On a une veille de presse. Toute la période chaude, là, tu sais, les lois sur le travail, Macron. Les ordonnances, ça. Oui, bon, le Parti communiste, ils sont pas montés à fond la caisse. Ils ont fait leur job classique, mais non, mais c'est sérieux. Nous, on lit. Bon, alors, laisse-moi finir. Il n'y a plus cette espèce d'amalgame extrêmement fort entre le Parti communiste et la CGT, et Macron n'a pas encore compris ça. Je vais vous citer un seul exemple. Vous avez vu probablement des reportages sur les scandales de l'eau dans Cash Investigation avec Élise Lucette sur les scandales entre les multinationales de l'eau en France et puis un certain nombre d'organismes publics. Il y a un organisme public qui gère l'eau en Île-de-France, qui est dirigé, présidé par le Parti communiste et les communistes, et les gens qui sont vent debout contre les pratiques de corruption de ce syndicat des eaux, où il y a une entente entre le Parti socialiste, l'UDI et le Parti communiste pour gérer ça, 1,2 milliard d'euros, avec de la corruption à tous les étages. Les gens qui sont le plus contre ça, c'est les représentants de la CGT, de ces organismes-là. Bon, donc il n'y a plus automatiquement cette espèce de cohésion. Or, la CGT joue sa survie électorale, d'abord, financière, ensuite, dans cette confrontation-là. Alors, je ne vais pas prendre le pari, hein, mais pour la CGT, ça va être extrêmement compliqué de tenir jusqu'au bout. Bon. Nathalie de la bande, laisse Nathalie. Alors, la CGT, c'est vrai, joue peut-être son avenir là-dessus, mais le gouvernement aussi. On l'a déjà dit la dernière fois, ça va être un test majeur pour eux. Et ils le savent. Et ce qui se passe, c'est que sur l'opinion publique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'opinion publique est plutôt mitigée et
soutient plutôt aujourd'hui les cheminots. Parce qu'ils Non, savent bien... non, 52%, c'est pas oui, vrai. d'accord. Tu peux pas dire ça. Ok, mais 52% des gens disent pour une cette grève aussi paralysante, aussi handicapante pour eux, voilà, ils auraient pu avoir beaucoup plus, voilà. en 95, 75% de l'opinion, puisque les cheminots étaient dans la bagarre en 95, 75% des gens disaient, les cheminots... Comparaison n'est pas raison. Mais c'est ce que je disais tout Comparaison à l'heure, n'est on pas ne peut pas comparer. Mais à l'époque, tu avais 75% de l'opinion qui disait au gouvernement, donc y compris des gens de droite, vous avez tort de toucher aux retraites et c'est normal qu'on bloque. C'est pas vrai. Mais- C'est pas vrai. Il y avait la même bataille. 50%, c'est pas mal. Non, quand attendez, même. laissez 50%, Nathalie, c'est pas mal laissez quand Nathalie même. finir, C'est s'il pas vous plaît. mal quand même. Pourquoi? Parce que les gens sont bien conscients que les réformes qui sont entamées, ce sont des réformes générales qui sont en train de mettre en place. Ça touche aujourd'hui les cheminots, mais demain, ce seront les fonctionnaires. Après-demain, c'est tous les corps de métier qui sont visés. La libéralisation que Macron est en train de mettre en place va toucher tous les corporatismes. Et chacun sait bien, c'est les Bab Komaradou Kapandifé aux États. Donc, je crois qu'il y a cet esprit de solidarité qui se manifeste. On a vu aussi que les universités se mettent en branle. On parle donc Les étudiants. Voilà, on parle. Le concept, c'est la convergence des luttes. Voilà, une convergence Mais des c'est luttes. aussi Alors, avec le mouvement c'est un petit mai 68, bon. Oui, voilà, mais je crois que pas les autres beaucoup, mais- syndicats ont dit qu'ils ne sont pas dans la convergence. Hein. Il me semble avoir entendu un syndicaliste Mais réputé, un qu'on patron. explique. Je vais me taire, mais il faut qu'on explique aux gens pourquoi c'est compliqué cette fois-là. Qu'est-ce qui est compliqué? La lutte pour la convergence en parlant du financement des syndicats. Il faut qu'on en parle, parce que c'est ça la vérité qu'il y a derrière. C'est est-ce que Macron a touché les syndicats au portefeuille ou pas? Et très clairement, oui. Bien, donc on va parler de ça, mais je veux bien aimer aussi qu'on explique aux téléspectateurs ce qu'on veut faire pour les cheminots. Qu'est-ce qu'on Je veut pense faire? qu'on va enfin aborder le fond de la question. Donc vas-y, mais comme tu n'as pas trop de voix, je ne vais pas Alors, je vais t'embêter être avec ça. bref. Je vais être bref. Le fond du problème. Le fond du problème, c'est que on veut poursuivre un processus de privatisation qui a commencé avec France Télécom, avec Air France, avec EDF, etc. C'est-à-dire qu'on veut casser l'idée de service public. Et on veut donc casser, effectivement, le bastion ouvrier que constituent les cheminots, en se disant que si on arrive à casser ce bastion ouvrier, eh bien, on va pouvoir faire la même chose dans la fonction publique, c'est-à-dire éliminer le statut de la fonction publique, par exemple, supprimer ce qu'ils appellent de manière un peu insultante l'emploi à vie, c'est-à-dire le statut, la garantie de l'emploi, qui est devenu, dans le monde, ce monde mondialisé et impossible et invivable qu'ils veulent nous créer, est devenu un ennemi du progrès. Et c'est ça qu'ils veulent. Alors, Non, mais qu'est-ce qu'ils veulent enlever aux cheminots? Ils veulent supprimer leur statut. Ils veulent instaurer la concurrence, alors que la concurrence... Ils ont un statut spécial. Ils partent à la retraite un peu plus tôt. Oui, pardon, un petit peu plus. Ils ont des avantages. Ils ont des primes, etc. Bon, qui sont obtenus par la lutte, d'ailleurs. Bon, ça, jamais aucun gouvernement venu leur Et c'est apporter pour pénibilité aussi. Hein, Alors, est-ce que c'est toujours aussi pénible de conduire un train aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Tout à fait. Conduire un train, c'est... Non, voilà, alors, quelles que soient les bien sûr, c'est un conditions. argument qui est avancé, mais par ailleurs... C'est pas ça le principal. Ce qui coûte le plus cher. Et c'est pas le fait d'avoir des primes ou tout ça. C'est pas ça. C'est même pas la gratuité pour les fans de la Bien famille. qu'ils ont Ce qui coûte le plus cher, avancé qui coûte comme 3,2 argument. milliards d'euros, ok, c'est les départs à la retraite beaucoup plus tôt, 10 ans, voire 15 ans plus tôt. Il faut financer ça. C'est-à-dire que, ici, on l'a rappelé à plusieurs reprises, quand tu pars à la retraite, 5 ans plus tard, en moyenne, tu as mangé ce que tu as cotisé. D'accord? Donc, c'est la solidarité qui va jouer. Mais comme l'âge, l'espérance de vie a augmenté considérablement et continue d'augmenter, elle ne va jamais baisser, à mon avis.
On va vivre jusqu'à 100 ans. Dans 50 ans, les gens vivent jusqu'à 120, 130 ans, hein, sans aucun problème. Donc, entre le moment où tu pars à la retraite et puis le moment où tu meurs, il s'écoule de plus en plus de temps. Qui est-ce qui finance? Nous, nous, salariés, on va dire du privé, ou c'est le privé. Mais à la SNCF, c'est l'État. C'est l'État qui dit, bon, ok, ben, je finance chaque année, etc. Et l'État, c'est nous. Et l'État dit, on arrête ça, ok? Pas pour ceux qui existent, hein, qui sont présents, mais pour les nouveaux arrivants. Bon. Et puis l'État dit deux choses, et c'est ça qui... Donc ça, c'est ce premier truc. On va dire, ça c'est le truc anti-CGT. On va dire ça comme ça. Le statut, on sort ça, et s'ils acceptent la CGT, c'est fini. Bon, c'est ce que Macron croit. Et puis il y a un deuxième truc, c'est l'endettement. C'est une illusion. C'est l'endettement. C'est une douce illusion. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai été voir ce qui se passe dans les autres pays européens. Alors, Ok. voilà, l'exemple. C'est ce qu'on nous donne tout le temps. Alors, les médias aujourd'hui, c'est le grand truc. Hein. Ben, regardez en Allemagne, et regardez. Non, c'est pas ça. Il n'y a plus d'emploi à vie, ça n'existe plus. Non, c'est pas ce que c'est je la dis. grande tendance. Non, je dis juste que moi, mais tu me j'ai fais un procès observé. a priori. Non, pas Non, du alors, tout. Parce que j'allais y venir. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le contre-exemple parfait de ce que Macron veut faire en Allemagne. Macron dit je veux faire marcher la concurrence et rentrer les sociétés privées. Aujourd'hui, 92% du trafic en Allemagne est fait par la Deutsche Bahn, c'est-à-dire la SNCF allemande. Par contre, Les prix. les prix, là où le petit père Macron va probablement gagner, c'est qu'il dit ok, si vous voulez pas de la concurrence, il faut, par contre, je veux bien faire une Deutsche Bahn, c'est-à-dire une SNCF super costaud, mais il va falloir lâcher. Donc, et c'est ça que intellectuellement la CGT ne peut pas accepter. La CGT ne peut pas accepter l'idée qu'on puisse transformer une société nationale en société anonyme. À capital privé. Non, pas à capital privé, c'est pas vrai, à capital public. La Deutsche Bahn. Dans un premier temps, comme France Télécom. Mais non, mais là, les Allemands savent très bien, et les Allemands l'ont fait, les Italiens l'ont fait. Le seul pays où il y a la concurrence dévoyée et inacceptable, parce que derrière c'est une catastrophe, c'est le libéralisme à tout craint, c'est au Royaume-Uni. Ok ? Là, c'est une catastrophe. La Suède aussi. Bon. La Suède aussi. La Suède également. Bon, alors, mais la Suède, ça marche mieux. Bon, en tout cas, le résultat, c'est que dans ces pays-là, les prix du ticket ont augmenté, le service public s'est dégradé, et que par conséquent... En Allemagne ? Pas en Allemagne. En Allemagne. Par conséquent... En Angleterre, oui. En Angleterre, oui. En Suède aussi. Ouais. Bon, par conséquent, et c'est ce que les Français commencent à comprendre. Autrement dit, on est parti de... Le nombre de Français qui estimaient que la guerre était justifiée aux alentours de 25%, et nous sommes aujourd'hui à 46%. Bon, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que le phénomène, que les choses sont expliquées, qu'on s'aperçoit que c'est le service public qui est attaqué. C'est ça, c'est cette notion-là. Et que les gens voient bien ce qui se passe dans les collectivités locales, dans la fonction publique, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Mais oui, c'est tout cela. Et on retrouve un phénomène qui s'était produit en 1995, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens font la grève par procuration. Autrement dit, ils sont bien contents, de plus en plus de Français, malgré les inconvénients de la grève, malgré la marche à pied, etc., que les médias, il y a toujours un type sur un quai de gare, attendre son micro à un voyageur mécontent. Mais oui, c'est la guerre idéologique, c'est la guerre de classe. Ça s'appelle la guerre de classe. Non, mais ça va plus loin. Aujourd'hui, j'ai vu un reportage où les gens sont contents de prendre les bus, ils se rendent compte que, d'accord, il y a un peu plus de temps de voyage, mais c'est pas si inconfortable. C'est Macron. Et que c'est moins cher que la SNCF. Ouais. Et on a vu un reportage sur ça. Donc, par conséquent, les gens, au fur et à mesure, se disent, mais finalement, ils défendent leurs intérêts, bon, mais derrière ça, ils défendent nos intérêts. Et nous, qui n'avons pas la capacité pour le moment, de faire grève, eh bien, on les soutient. Et alors, ce qui se passe en plus, c'est que contrairement à ce que tu penses, le Parti communiste n'a pas disparu, et que même s'il n'est pas devant,
l'argumentation, le combat idéologique contre la philosophie mortifère de M. Macron, elle est menée pas seulement au sein de la CGT, mais dans l'ensemble des syndicats, parce que les communistes sont le levain pour protester contre la résignation, hein, le fatalisme. On veut nous imposer, on veut nous dire qu'on est ringard et que c'est le fatalisme pour accepter des réformes qui nous vont nous ramener au 19e siècle. Oui. C'est ça. C'est pas aussi simple que ça. Il faut quand même rappeler. Alors, moi, je voulais revenir sur quelque chose que Michel a dit qui est très important parce que c'est en fait un nouveau modèle de société qui nous est proposé là. Ça, très clairement, on va vers une société nord-américaine, comme les sociétés nord-américaines, où le travail à vie n'existe plus, où les services publics sont remplacés par des services privés, l'ubérisation de la société. On est tout à fait dans ce schéma-là. Et je crois que ça fait beaucoup peur aux gens aujourd'hui qui s'en rendent compte petit à petit et que la France a cette spécificité justement d'avoir acquis tous ces avantages et de bien voir qu'aujourd'hui, ils sont tous en train d'être mis en cause. Bon, sous les congés payés, par exemple, il y a eu ces grandes grèves pour avoir 5 semaines de congés payés. Aujourd'hui, dans quelques années, on va certainement remettre en cause tous ces avantages. Oui, parce que... Tu me rappelles, Raph, mon plaisir. Parce que si on vote pour la CTM, on n'aura plus de... Non, parce que c'est un modèle de société qui est en train d'être déconstruit. On est dans une déconstruction de modèle de société pour proposer autre chose à la place. C'est exactement ça. Mais il ne s'en cache même pas, Macron. Il ne s'en cache pas. Sa politique, il a très clairement... C'est un ancien banquier de Rothschild, mais quel que soit ce qu'on en pense, c'est pas un parti pris. Ce sont des faits. C'est la politique qu'il met en place, c'est une politique qui va vers l'ubérisation de la société. Et il y a des résistances aujourd'hui qui seront très fortes. Alors, demain, à savoir, est-ce qu'il va gagner le combat ou pas? On dit que la France est irréformable aujourd'hui, mais quel genre de réforme est-ce qu'on met en place aujourd'hui? Est-ce que ce sont des réformes qui vont dans le sens du progrès social, de la protection sociale mais c'est toute la question. Moi, il ne s'agit pas de prendre parti là-dessus. Il s'agit de dire demain quelle société va émerger. C'est tout. Moi, ça me fait sourire parce que c'est des débats qui sont récurrents, mais il y a des moments où les gens sont vigilants et puis il y a des moments où ils ne sont pas vigilants. Et quand on fait le compte, ils ne sont pas vigilants dans 95% des cas. Où ça, qu'on a entendu quelqu'un venir nous dire que le service public de la téléphonie a disparu et que c'est regrettable. Vous avez entendu ça? On est bien d'accord. En France, il y avait un énorme truc qui s'appelait les PTT. OK? Et puis il y a des types qui sont arrivés, de droite comme de gauche, qui ont dit, bon les mecs, allons arrêter de perdre de l'argent sur ça. Allons arrêter de financer un truc qui nous coûte 10 fois plus cher que ce qu'il devrait nous coûter et qui, s'il est privatisé, va continuer à assurer un service à partir du moment où nous allons le contrôler. Les tarifs devront être contrôlés, les lignes devront être contrôlées, etc. Eh ben, c'est où les PTT? C'est fini, c'est terminé. Depuis longtemps. Sauf que Orange, SFR et Bouygues se sont entendus pour majorer les prix. D'ailleurs, l'autorité de la concurrence, et que la fracture numérique, elle existe aujourd'hui, et que les prix de la téléphonie aujourd'hui, et notamment chez nous, on connaît bien le problème, les prix de la téléphonie sont excessifs, et qu'on est les pigeons dans l'affaire aujourd'hui. Et surtout, même l'autorité de la concurrence est obligée de reconnaître que les types se sont entendus pour cartéliser le marché. Et ils ont été condamnés pour ça. Mais pas sur le fixe. Mais pas sur le fixe. Ben oui, pas sur le fixe. Mais... Si attends, mais tu veux téléphoner, tu es d'accord avec moi? On te met un téléphone fixe chez toi, tu téléphones. Si tu veux un téléphone portable et aller n'importe où dans le monde pour téléphoner, tu as des gens qui te font des choses à des prix ultra bas, et puis tu as des gens qui t'offrent un service correct, etc. Mais pour téléphoner chez toi avec ton téléphone fixe, c'était ça le service public de la téléphonie. Ça existe encore, c'est régulé et c'est à des prix flat. Bon, autre service, les avions. OK? À l'époque, on est bien d'accord que 100% du truc était à l'État. Aujourd'hui, c'est combien? C'est fini, c'est terminé.
etc. Mais là, tu as pris des services, excuse-moi, Eddy, mais tu as pris des services. Des services publics, hein. Oui, non, mais l'avion, c'est un ce sont des services public. entre parenthèses, qui ne sont pas de première nécessité. On va dire que c'est un peu du superflu. Mais le train, c'est avant, les hôpitaux, l'école, les EHPAD. On n'a pas Qu'est-ce que tu fais de ces services? On n'a pas privatisé ça pour l'instant. On est bien d'accord. Les transports. On n'a pas. Comment demain les gens vont pouvoir. Attends, non, ce que je suis en train de dire, c'est que on a privatisé des services publics qui étaient essentiels pour les Français et personne n'a roulé par terre. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est la SNCF. Je suis désolé, les enfants. La SNCF, c'est pas fondamental en France, ok? Le Français ne prend pas le train. Il y a quelques millions de personnes qui prennent le train, mais ce n'est pas le premier transport. Attends, c'est pas ce que dit monsieur le Premier Non, ministre. il dit que les on prendre les millions... Français en otage. Non, mais les millions de Français qui prennent... on est bien d'accord qu'en France, la SNCF, c'est pas le premier service public. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Les bus font plus que la SNCF, les bagnoles de chacun d'entre nous font plus que la SNCF. Ok, c'est quelque chose d'important, c'est vrai, mais ça représente que dalle en réalité dans l'économie. Bon, mais par contre, ça coûte à l'État 3 milliards de déficit par an. Ok, je ne parle pas du réseau, je parle de l'exploitation de la SNCF. 3 milliards par an. Ok, donc sur 10 ans, ça fait 30 milliards. Ok, avec une dette cumulée non pas sur les réseaux, mais sur l'exploitation, de 50 milliards. Il y a un moment où on te dit, il faut arrêter. Tout le monde est d'accord, y compris les syndicats, pour dire, il faut arrêter. Maintenant, ils ne sont pas d'accord sur les modalités. L'État dit, écoutez, chaque Français met chaque année 35 € qu'il ne voyage pas pour la SNCF. Il met 35 €. Merci beaucoup, au revoir. Bon, alors... Maintenant, l'idée, et vous allez voir que ça va marcher, puisque les types, ils ont commencé à l'envers. Ils ont dit, ils braquent le syndicat. C'est normal. La stratégie de Macron, elle est simple. Hein. Tu braques le syndicat fait grève, et ensuite, fatalement, il est obligé de venir à la table des négociations. Le seul truc qui ne va pas être négocié, et les syndicats le savent. Et c'est pas vrai, ça. Attends. Les syndicats sont demandeurs de négociation. Mais non. Tu fais comme si les syndicats ne veulent pas négocier. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, tu braques les syndicats pour qu'ils fassent grève. Parce que ils sont obligés de venir à la négociation. Mais bien sûr. Ils demandent la négociation depuis le départ. Non, tu peux pas dire ça. Ils sont à la table des négociations, mais ils ne veulent pas négocier le contenu de ce que Macron propose. C'est pas vrai. Attends, laisse-moi finir. Ils attaquent, ils disent, ce qui les braque, c'est un tout petit truc, c'est le statut. Parce que sur le reste, ils savent qu'ils vont devoir lâcher. C'est clair, tu ne peux pas continuer. Pourquoi? Parce que ça menace l'essence même de ce qu'ils ont. Si tu continues à 3 milliards, la SNCF ne va pas trouver une banque pour lui prêter de l'argent. Aujourd'hui, et il y a une syndicaliste de l'UNSA qui le disait, quand on va sur les marchés, parce qu'il faut faire tourner la machine. C'est pas l'État qui lui donne l'argent, c'est les banques qui donnent de l'argent à la SNCF. Donc on va voir les financiers et on leur dit, les mecs, on a besoin d'argent pour payer les salaires. Le cas dit, les frères, vous avez besoin d'argent, 50 milliards d'État que vous dois nous, 3 milliards chacun, c'est fini. Les banquiers qui disent ça, pas là. On a l'impression que c'est l'État français qui paye les salaires. Non, c'est une entreprise qui paye ses salaires. Et comme elle a du mal, comme il y a un décalage entre ses recettes et ses dépenses, elle va voir des banquiers. Le taux est passé de 1,5 à 4,6. Le banquier lui dit, pas de problème, je te le donne, mais c'est 4,6. Donc, le syndicat va commencer à dire, les mecs, au final, on va faire faillite. Et quand tu vas faire faillite, SNCF, qui est-ce qui va gagner? C'est l'État. Donc, l'État dit, je reprends la dette, mais sous condition. Alors, moi, ce que je voulais dire, par rapport à ce que tu viens de dire, Michel, tu nous as déjà expliqué que Alfred Marie-Jeanne à la CTM, justement, c'est quelqu'un qui est Belle transition. Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui est rigoureux sur la gestion, tout ça. Faut pas confondre Coco. Non, je ne confonds pas, je parle de gestion. Non, je parle de gestion, vu ce que dit vient de sortir. Alors attends, donc Alfred Marie-Jeanne se serait retrouvé avec une telle situation, mais au niveau de la Martinique, sur des dépenses, on n'arrive pas à juguler. Mais il a cette situation. Avec quelle aurait été sa réaction? Avec la CFTU, parce que c'est lui le patron aujourd'hui. Et la CFTU, c'est une entreprise qui est subventionnée, puisque ce n'est pas les tickets qu'on achète
pour monter Bien dans les sûr. bus qui permettent. C'est Bien une sûr. subvention, ok, d'équilibre. Eh ben, l'entreprise en question, si elle ne fait pas attention à son, on va dire, à sa gestion quotidienne, aux avantages qu'elle va donner aux chauffeurs ou aux passagers, elle va faire faillite. Alors, comment il aurait réagi? Puisque bon, là, on va parler du budget, on va parler de la rigueur. Puisque tu disais tout à l'heure, là, j'ai hors pas bien antenne, compris ta question. Excuse-moi. Ma Comment question, il aurait c'est que- réagi face à la SNCF? non, avec une situation comme ça Financière. ici, financière, parce que tu parlais, avant qu'on ne commence l'émission, de la rigueur de Marie-Jeanne, et que c'est grâce à sa rigueur qui est connue de tous qu'on vous fait des prêts. Donc ça veut dire que quelque part, dans la gestion, il faut être rigoureux dans la gestion. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses. La situation, je ne partage pas du tout l'analyse de Didier concernant la situation de la SNCF. C'est que c'est l'État qui a placé la SNCF dans cette situation d'endettement parce qu'il n'a pas rempli ses obligations et que, alors, en ce moment, les banques prédatrices sont en train de leur prélever, de se gaver avec 1,7 milliard d'intérêts chaque année. Bon, parce qu'on n'a pas entretenu les lignes, on n'a pas construit, on n'a pas, etc., etc. Bon, par conséquent, c'est une situation de mauvaise gestion qui résulte de 20 années et qu'on fait reposer sur le dos des cheminots. Mais- Et que par ailleurs, On peut comparer ça au TCSP, vous vous retrouvez avec le TCSP fait par les autres, vous avez un problème, comment vous gérez ça? Attends, Vous faites de la gestion. Attends, moi je ne mélange pas je ne vais pas mélanger les deux choses. La situation de la Martinique, c'est une situation de petit pays sous-développé, Mal développé. mal développé, Ouais. ok, sous et mal développé, les deux. Il y a des collectivités qui sont sous-dotées avec l'obligation, grosso modo, de faire face à une situation sociale catastrophique, c'est-à-dire avec un Martiniquais sur 5 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est le contexte. Et puis ces dernières années, on a diminué les transferts publics, l'État a diminué les transferts publics, c'est-à-dire que la Martinique, qui vivait de fonds d'État, et les collectivités ont essayé de combler cette différence en s'endettant et en allant au-delà de leur capacité. C'est ce qui s'est passé avec la région. Mais en gérant de manière rigoureuse. Non, précisément. En ne gérant pas de manière rigoureuse, parce que tu te retrouves avec une collectivité qui a 3 milliards, 108 millions d'engagements, c'est-à-dire de choses qu'on a inscrites, et en face, tu n'as pas eu de crédit de paiement. On n'a pas mis l'argent pour payer. Bon, alors, la différence entre Marie-Jeanne et les anciens gestionnaires, et on dit que pour cela, il est ringard, qu'il a une gestion de pierre de famille, c'est qu'il n'inscrit pas, il ne promet pas des dépenses, si dans le même temps, c'est ce que nous venons de vivre avec le budget, si dans le même temps il ne met pas en face comment on va payer les gens. Il ne lance pas un marché, sans mettre en face les sommes, parce que ce que veulent les entreprises, c'est être payé. C'est ça. C'est ça la différence. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Maintenant, Moi, ma question était, tu te retrouves avec une situation, comme il dit, vient de décrire celle de la SNCF. À un moment, il faut prendre des décisions. non, c'est pas pareil. Par contre, tu te retrouves avec si tu veux dire que tu te retrouves avec une situation d'une collectivité qui est en situation de difficulté financière. Non, d'une entreprise. Ouais, c'est ça, D'une entreprise la publique. SNCF. Une entreprise publique. Tu parles de quoi? Du TCSP ou bien du DACP? Non, je ne faisais pas allusion forcément au TCSP. Je veux dire que quelque part, c'était pour aller dans le sens de ce qu'il disait. Si tu as un franc, c'est enfin 1 euro, c'est 1 euro. C'est-à-dire qu'à un moment, tu gères une entreprise, pas ni l'argent, il faut bien prendre des décisions. Tout à fait. Qui peuvent être difficiles, mais il faut quand même les prendre. Alors, je vois très bien où tu veux en venir. Mais non, c'est. Mais je vois très bien où tu veux en venir. Alors, j'étais bien situé que les deux choses sont tout à fait différentes. Bon, mais ceci dit, si tu veux parler de la situation financière difficile de la collectivité territoriale de Martinique, effectivement,
nous sommes dans une situation où nous sommes contraints à la fois par l'héritage, d'une part, et par les nouvelles lois concernant les collectivités locales qui ont été sorties par Macron et qui leur imposent un cadre financier extrêmement contraignant, en limitant, en plafonnant l'évolution de leurs dépenses et en les obligeant à se désendetter, donc en leur interdisant de fait à s'endetter. Alors, je pose ma question différemment. Marie-Jeanne Noël à la tête de l'État français face au conflit avec les cheminots. Pose la question. Comment il aurait réagi? Comment il aurait réagi? Est-ce qu'il n'aurait pas jugulé la perte? Est-ce qu'il n'aurait pas dit, bon, écoutez les gars, on ne peut pas dépenser, ça nous va aller? Non, je crois que cette question, elle est bizarre. Bon. Elle est bizarre. Alors, il faut quand même remonter à la cause principale. La cause principale, c'est que malheureusement, les Français n'ont pas compris ce qui était arrivé en l'an 2000. En l'an 2000, ce que les dirigeants de l'époque, enfin avant l'an 2000, mais à partir de l'an 2000, ont créé, c'est qu'ils ont retiré à la France sa planche à billets. Ils ont dit, jusqu'à maintenant, quand on avait des problèmes d'argent, eh bien, on fabriquait de la monnaie. Comme les États-Unis font. Comme les États-Unis, la Chine, on fabrique de la monnaie et on donne aux gens pour payer. OK? Mais c'est complètement artificiel, puisque cette monnaie n'a aucune valeur. Donc ça crée de l'inflation, ça crée de l'endettement et ça crée une espèce de ce qu'on appelle de la cavalerie, quoi. C'est-à-dire que tu fabriques l'argent pour payer ce que tu as acheté. Bon, très bien. On enlève ça à chaque pays et on en met une centrale, unique, qui fonctionne à condition que tu es en face, que tu obéisses à un certain nombre de règles. Ok? Sinon, si on commence à faire des billets pour tout le monde, c'est une catastrophe économique. Bon. Ouais. Mais quand tu n'as pas de planche à billets et que tu as besoin de payer des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas 36 solutions. Tu empruntes de l'argent à un banquier. Soit un banquier public, soit un banquier privé. Donc la France, n'ayant plus de planche à billets, s'est retrouvée dans une situation que toi, moi, Michel connaissons, les nous besoin l'argent que nous pas ni, nous qu'à aller au banque là. Eh bien, l'État français, il s'est retrouvé dans cette situation. Donc, son endettement a explosé. Et ses marges de manœuvre d'investissement ont diminué. Donc, ce que nous pouvions nous permettre, à l'époque. Il faut dire la vérité aux gens. Entre 1946 et 2000, c'est-à-dire avoir un service public inopérant, inefficace, un service... Je ne rejette pas la faute sur les gens qui bossent, hein, bien au contraire. Mais l'État français, plus la société française, dit, eh ben, de toute façon, c'est pas grave, nous avons payé. Nous avons fait l'argent, nous avons fait planche à billets à Tounet, et puis nous avons payé. Ok, les maires ont fait ça. Ici, les maires ont fait ça. Ils ont dit, il y a 1200 personnes employées, qu'est-ce qu'on fait? Prends-yo, frère. Prends-yo, nous avons payé de toute façon. Ok, bon. Eh bien, entre 1946 et ça, nous ne pouvons plus nous permettre de financer à 100% ça. On peut se permettre de garder un certain nombre de choses qui sont fondamentales. Par exemple, un service public qui soit fort, qui soit efficace. Ok? Moi, j'ai travaillé là pendant un certain nombre de mois pour la sécurité sociale. La réflexion, et c'est ça qui est important, la réflexion et la culture de la sécurité sociale a profondément changé. Les gens ont dit, le service n'a pas diminué, les gens continuent à être remboursés. On a une des sécurités sociales, on a la seule sécurité sociale au monde qui fonctionne correctement. La seule. On a le service de sécurité sociale le plus performant du monde. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, c'était quoi le déficit? Les mecs, ils avaient 20 milliards de déficit, 20 milliards. Ne vous inquiétez pas, on crée des billes. Aujourd'hui, c'est fini. Donc la culture à l'intérieur de la sécurité sociale, la culture des agents de la sécurité, des dirigeants de la sécurité sociale, est de dire, même si nous continuons à servir les gens, quand le mec il a 15 000 euros en réanimation par jour dans un hôpital, on va payer. Et on paye. Aux États-Unis, c'est même pas la peine. Ok? Donc c'est ça la différence. Donc ce service-là, il continue. Et il est fondamental et tout le monde y tient. Par contre,
les autres services publics de l'époque dont j'ai parlé, qui coûtaient les yeux de la tête et qui n'étaient pas fondamentaux, il est clair qu'il faut qu'ils se remettent en cause. La SNCF, c'est une toute petite partie de l'économie française. C'est que dalle, ok? C'est une toute petite partie. Il faut relativiser. C'est important. Il y a des trains qui circulent, mais je suis désolé. Le trafic de la SNCF n'a jamais bondi. Le nombre de personnes qui travaillent à la SNCF a diminué. Le nombre de trains en circulation a diminué. Ok? Or, ce truc-là, le seul truc qui augmente chez eux, c'est l'endettement et le déficit. Il y a un moment qu'on dit ça, hein. Ça fait 30 ans qu'on dit à la SNCF, les mecs, allons repenser le modèle. Chaque fois, non. Attendez. Je crois que Moi, je crois que... Nathalie n'est pas trop d'accord. Ce que je veux dire, c'est que s'agissant de la SNCF, les syndicats de la SNCF ne sont pas hostiles à, comme tu disais, puisque de la même manière qu'il y a eu un changement de culture de service public. Parce que s'opposer à des réformes régressives, c'est pas... Moi, j'étais dans la fonction publique, c'est pas refuser la modernisation de la fonction publique et l'amélioration du mode de fonctionnement et du service au public. La CGT a produit un contre-projet, qui fait 70 pages et qui intègre la nécessité d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, d'améliorer son fonctionnement, mais ce qu'elle refuse, précisément, c'est la mise en concurrence et c'est le fait de supprimer des lignes, c'est le fait de diminuer sur la qualité de service et demande à l'État, parce que c'est un service de transport, et nous allons rejoindre la situation martiniquaise. La situation, c'est que dans aucun pays du monde, le transport public n'est pas subventionné. Il faut qu'il soit subventionné par la collectivité, parce qu'il rend des services. Il y a un équilibre il faut trouver un équilibre entre les lignes qui sont rentables et les lignes qui ne sont pas rentables. C'est le problème de la CFTU. La CFTU a tenté, malement d'ailleurs, de résoudre ce problème, ce qui est en passant d'un système individualiste qui était le jet, à un système où, tant bien que mal, on mutualise les coûts. Bon, elle n'est pas allée jusqu'au bout. On va vous expliquer pourquoi. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Bon. Mais néanmoins, la solution, c'est le service public. Et en Martinique, nous avons comme tâche, pour notre génération là, c'est d'instaurer le service public de transport. Malgré les difficultés que est-ce qu'il sera gratuit? Est-ce que tu es pour le service public, le transport gratuit? C'est une discussion, c'est un débat. C'est un débat au sein de la majorité. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'au fond, il vaudrait mieux que ce soit gratuit. Nathalie, sur tout ce qui a été dit? Oui, bien entendu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir ce débat de la gratuité. Alors, il y a des inconvénients, bien entendu, mais je pense que les avantages sont majeurs. Mais bon, ça mérite un débat. Je crois que le service public, aujourd'hui, l'idée majeure, c'est que le service public ne peut pas être rentable. Il faut bien comprendre qu'un service public, aujourd'hui, n'est pas fait pour être rentable. C'est faux. Ça ne peut pas se faire. Alors, c'est faux pourquoi? Malheureusement, je suis obligé d'intervenir parce que ça, c'est faux. Je vais vous lire un truc. La RATP, c'est un service public. Oui. OK? Le bénéfice net de la RATP a doublé en 2017. L'endettement a été réduit de 50%. La RATP, c'est bien un service... Non, mais attends, la RATP, c'est bien un service public. Oui, OK? oui. Bon, alors, pourquoi? Parce que, les dirigeants de la RATP et les salariés de la RATP, dont la CGT, ont fait leur évolution bien plus tôt que la SNCF. Donc, ils ne se sont pas arc-boutés sur un certain nombre de tabous. Ils ont dit, bon, les mecs, de toute façon, c'est pas très compliqué. Si on continue comme ça, c'est notre job qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on va perdre notre job. OK? Parce que si la SNCF était une société privée, elle aurait disparu depuis 25 ans. Au revoir. Donc c'est bien parce que c'est un service public qu'il est toujours là. Et qui a fait des profits en 2017. Hein? Qui a fait des profits. Je te parle de la RATP. Oui, la RATP, OK. oui. C'est un groupe public. Le bénéfice net est en hausse de 98% à 339 millions. OK? Mais à C'est quel bien la prix? preuve à Paris. On est d'accord, la RATP fonctionne. On peut la critiquer, mais ça fonctionne, ok? Et les gens globalement sont plutôt
usagers de la RATP. Bon, tu as entendu parler d'une grève de la RATP pendant la grève de la SNCF. Les mecs de la CGT RATP sont les mecs de la SNCF. CGT SNCF ont été voir les mecs de la RATP. Ils ont dit, et les frères, balayez devant votre porte avant de venir nous voir. On va vous soutenir à un moment donné. Mais les mecs, non. Nous, on a fait des sacrifices. On a des avantages. Les mecs de la RATP ont des avantages que les mecs de la SNCF n'ont pas. Hein. Ils ont encore plus d'avantages que la SNCF. Ce qui prouve qu'on peut moderniser une entreprise sans la brader. Oui, mais ce qui prouve que... Ce qui prouve que la CGT n'est pas aussi stupide que tu le dis. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que... J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, un syndicat, on va dire une branche d'un syndicat dans une entreprise publique doit faire sa révolution. Or, la SNCF, et on le sait tous, toi aussi tu le sais, les types de la SNCF considèrent qu'ils sont l'État dans l'État depuis très longtemps. Depuis très longtemps, alors que leurs petits frères de la RATP leur ont dit, mais non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est comme Air France. Tu vois Air France, voilà une compagnie qui va faire faillite très bientôt. Et ils le savent. Pourquoi les autres compagnies, British, Lufthansa, etc., ont fait leur révolution? Air France ne peut pas faire sa révolution, c'est pas possible. Donc, il faut qu'un pilote, ça, c'est une star, quoi. Intouchable, avec... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça le problème. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais sur quoi est-ce qu'on fait ces révolutions-là et à quel prix on rend le service public rentable? Eh bien, parce que, encore une fois, on fait des sacrifices sur les services rendus à la population. Je suis désolée, mais que ce soit l'électricité... On prend un cas comme le transport. De toutes les façons, tout le monde sait que l'usager ne paie pas son ticket au prix de revient. Si on devait le payer au prix de revient, aujourd'hui, on paierait si on veut mettre le TCSP en route et pour qu'on paie le juste prix, vous et moi, on paierait 15 € l'aller-retour, voire 20 € l'aller-retour. Donc forcément, il y a un déficit sur ça. C'est comme les compagnies aériennes, c'est comme l'hôpital. Si on devait payer le prix d'un hôpital, imaginez qu'un hôpital aujourd'hui doit être rentable. Ça veut dire que moi, quand je rentre pour une opération de mon œil, je ressors et je paie 15 000 € mon opération, si ça veut être rentable. Tu ne cites que les exemples fondamentaux. Se faire. En plus, il y a un service public de l'électricité. En transversalité. Il y a un service public de l'électricité. On ne paie pas l'électricité et encore plus ici, on ne paie pas l'électricité au coût de revient EDF, donc il y a forcément en Martinique, EDF sur le plan national. En France aussi, les gens ne paient pas l'électricité à vrai coût de revient. Ce n'est pas vrai, Nathalie. EDF réalise 7 milliards d'euros de bénéfices nets après impôts. Donc, et l'État ne paye pas EDF, le service de l'eau. Le service de l'eau. Vous connaissez un service de l'eau en Martinique qui est déficitaire? Le problème que ça engendre. Aujourd'hui, regardez les fermiers privés qui s'occupent de l'eau, par exemple. Et en France. Et Investigation l'a bien montré. Cache Investigation. Lorsque vous ne pouvez pas payer et qu'on vous coupe l'eau, alors que c'est interdit aujourd'hui de couper l'eau, les gars, ce ne sont pas des enfants de cœur. Les gars sont là pour la rentabilité. Ils ne sont pas là pour le service rendu. Donc aujourd'hui, tout ce que l'État veut rentabiliser comme service public, ça se fait au détriment de l'usager. Ça veut dire que vous et moi, on va payer beaucoup plus. On va payer beaucoup plus pour un service beaucoup moins. C'est-à-dire que, regardez par exemple les compagnies aériennes. On nous a dit, c'est bien, on a fait la révolution, tant pis pour Air France qui ne veut pas se moderniser, etc. Mais aujourd'hui, les compagnies aériennes se sont elles aussi entendues pour les prix. Parce que les prix des billets d'avion, ils ne sont pas donnés aujourd'hui. Et chaque service que vous voulez aujourd'hui, vous le payez et vous le payez au prix fort. Et France n'a jamais vendu un billet à 80 €. Et c'est de plus en plus, mais c'est de plus en plus frais. Par exemple, c'est vrai qu'on peut prendre le low cost. On peut voyager aujourd'hui pour 99 €. Sauf que aller à Paris. À 99 €. Sauf que si je veux payer un bagage, il me faut payer mon bagage en plus, il me faut payer mon sandwich, il me faut payer ma couverture, il me faut payer mon oreiller, il me faut payer pour voir un film, il me faut payer pour tout. C'est du service public. Mais justement, parce qu'avant, tout rentrait dans le coût. Aujourd'hui, avant la planche à billets,
avant la planche la à billets. rentabilité optimale. Mais Mais non. on oublie, je parle, moi je veux juste m'attarder sur comment on appelle ça, les services de première nécessité. Voilà. Ce qui est nécessaire. Voilà. À savoir, Le sandwich transport, de l'avion, par exemple. c'est pas nécessaire. Les gens sont obligés de se transporter. Les gens sont obligés de se déplacer. D'accord? Et donc, il faut bien leur donner un moyen de se déplacer efficacement et à moindre coût. Vous ne pouvez pas aller travailler et avoir à payer 15 allées l'aller-retour. Et c'est déjà vrai dans certains... pour ici, par exemple, il y a le fait que le prix du transport soit aussi cher, et d'ailleurs qu'il n'y en ait pas dans certains endroits, fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler. Je connais un stagiaire, il ne pouvait pas se rendre de Rivière-Salée au Lorrain où il avait son stage parce que le prix du transport lui revenait trop cher. Et voilà, donc il y a là un vrai problème sur cette rentabilité-là. Et puis je finis juste en disant, il y a une question de transversalité aussi, transversalité à bien comprendre. Lorsque vous me dites, oui, la SNCF, les gens ne prennent pas le train, c'est pas vrai, c'est minoritaire, etc. Les gens ici ne prennent pas le transport. C'est vrai qu'il n'y en a pas, qu'il n'est pas très efficace, etc. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ce sont les lobbies automobiles qui jouent parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui va en bénéficier? C'est le lobby automobile. Parce que pour l'environnement, par exemple, c'est une catastrophe. Le fait que les gens se tournent aujourd'hui vers leur voiture parce que les transports sont trop chers, parce que il n'y a pas le service qu'il faut, tout le monde va... C'est le tout-voiture qui, aujourd'hui, est la norme. Et ça, c'est catastrophique pour l'environnement. C'est un très bon business pour les lobbies automobiles. Et là aussi, il y a une vraie pertinence à avoir sur ces sujets-là. Parce que lorsque vous mettez à mal le transport, les alternatives au transport automobile, les gens se retournent vers le tout automobile. Et ça, c'est une véritable catastrophe. Le rail doit être inclus, effectivement, dans la dynamique de la transition écologique et de façon à pouvoir améliorer la coordination rail-route, notamment en matière de fret et de coûts du transport de marchandises et de coûts pour l'économie. Parce que le rail aussi, les coûts de transport en matière dans l'ensemble de l'économie, c'est un élément important pour la concurrence internationale. Oui, mais vous savez, Michel, le débat, il est forcément passionné parce que oui. on parle. Non, mais j'aimerais qu'on revienne à ce que toi tu disais. Et la question de Mano, à mon avis, elle est pertinente. C'est la gestion au quotidien, la gestion de l'argent public. Or, j'ai l'impression que beaucoup de gens font abstraction de la réalité. La réalité, c'est que tu as des recettes et des dépenses. Or, la culture française, et encore plus la culture martiniquaise, c'était de dire « ça fait chouille ». Nous n'avons pas d'argent. Or, c'est bien ça, il a raison. Marie-Jeanne dit non. On arrête ça fait chouille. Tu vois, c'est ça la différence. On arrête ça fait chouille. On dit, et toi-même tu viens de le dire, tu dis, ouais, 3,2 milliards, on arrête ça fait chouille. Il y a une colonne dépenses, il y a une colonne recettes. Ok. On peut tolérer qu'à la fin, la colonne recettes soit un peu moins importante que la colonne dépenses, donc ça crée un déficit. Ok. Il y a des déficits structurels. Un transport en commun en Martinique sur des bus ne peut pas être bénéficiaire. C'est clair. Le marché est trop petit, etc. Bon. Mais par contre, tu limites, tu dis les mecs, 3%, 4%, 5% de déficit. OK. Mais pas 15 ou 20%. Et puis chaque année, nous allons monter. C'est ça le changement culturel. Or, quand Nathalie réclame un service public de qualité, elle a raison. Mais est-ce que nous pouvons avoir un autre discours qui est de dire c'est plus Zafetchoui? La ménard, c'est quoi? C'est Zafetchoui. On commande de la viande. Entre le trajet du boucher et la ménard, il y a 50% de la viande qui part chez quelqu'un. Ah bon? Ah bon?
Ah bon? Ça, Fais ce comme sont si les on passe ça. dérives. Fais comme si on passe ça. Ça, ce Mais sont les les dérives, dérives, c'est et des puis- centaines de millions d'euros pendant des dizaines d'années. Oh, ça fait chouille, c'est ça. On peut être que d'accord avec toi sur ça. Bien sûr, ce sont des dérives qu'il faut impérativement Alors- arrêter et remettre en ordre. Mais il y a des par dérives exemple, quand tu mais parles attends, de il y a des mer- dérives partout. À la SNCF, tu veux la liste des dérives publiée par l'UNSA? Ben oui. La liste des dérives. C'est-à-dire qu'il y a des boucs. Il y a des boucs d'astreinte. OK? Il y a d'astreinte, hein? Et puis, les qui a crié, il n'y a pas là. Partout. Tu vas me dire, partout, ça existe. OK. Mais au bout d'un moment, quand tu ne respectes même plus comment dirais-je, ton boulot, quoi, ton métier, effectivement, il y a peut-être 80% des mecs qui sont bons, qui conservent, qui sont au boulot. Mais les 20%, on fait quoi? Parce qu'au bout d'un moment, ça pèse. Nous le savons. Donc, moi, je suis d'accord quand tu dis, c'est terminé, il faut de la rigueur. Et tu le disais toi-même, tu disais, l'exemple doit venir des fonctionnaires. Il faut travailler, il faut être au combat, parce que nous rendons un service public. OK, on est d'accord, les enseignants, tout le monde. OK, très bien. Si vous faites ça, et vous le faites de manière rigoureuse, il est évident que vous allez être légitime, respecté, etc. Mais si les dérives dont tu parles deviennent structurelles, Oui, mais il faut elles combattre sont- ces dérives structurelles-là, mais pas combattre. le problème, c'est que personne n'en parle. Personne n'en parle. Les dérives structurelles en question, personne n'en parle. Je vous donne un autre exemple à la Ménard. Je vous donne un autre exemple. Non. Au licenciement, oui. Ou pas niveau. Macabon, un autre exemple. La Ménard. Macabon, un exemple. La Ménard, il y a un service X dans l'ancien bâtiment. Tout neuf, fini rivé. Ce service X doit être déplacé de la Ménard classique vers le nouveau pôle, la nouvelle plateforme. Oui. OK? Un jour, ni entreprise qui vient, il déplace, et puis il ne peut jamais arriver dans l'autre bail là. Il ne peut jamais arriver dans l'autre salle là, il disparaît. Sur le même site. Sur le même site, hein? Oui, mais est-ce qu'il y a des enquêtes? Est-ce que. Voilà. Voilà. Non, mais, c'est des non, mais les dérives gens, non, mais les gens qui ont fait ça, Ouais, les c'est gens ça, qui ont fait ça, c'est c'est des ça, Martiniquais. voilà, c'est ça, le Ce sont problème. des Martiniquais. Mais c'est une ok? minorité. Une minorité C'est une minorité. 1,2 million d'euros qui ont Alors- disparu, une minorité Non. Non, faut arrêter. Écoute-moi. Nathalie, alors- Ça donne à ça. Tu permets. Alors oui, je t'en prie. Nathalie, faut arrêter. On va écouter Je voudrais Michel. dire que le discours qui consiste à citer des aberrations dans l'administration, d'ailleurs, il suffit de lire le rapport annuel de la Cour des comptes, on a une collection de choses de ce genre. Ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Qui a fait ça? Bon, attends, mais c'est ça, là. Le discours de Macron, c'est ça. Ah, d'accord, c'est pas mon discours à moi. Hein. Bon, le discours de Macron, c'est de dire, et là il est en train d'échouer parce que les Français ne marchent plus, puisqu'il y a un certain nombre de dérives à la SNCF, il faut la privatiser, il faut supprimer aux cheminots leur statut. Et là, les Français se rendent compte que derrière ça, c'est le service public que l'on veut supprimer. Alors, qu'un service public doit être réformé, qu'il y ait plus de rigueur, qu'on doit chasser le gaspillage, qu'on doit exiger des gens qu'ils travaillent. Et je dirais d'ailleurs que pour avoir été dans la fonction publique, cadre dans la fonction publique, le statut de la fonction publique tel qu'il existe n'a pas besoin d'être changé, il suffit de l'appliquer. Il y a des notations, il y a des appréciations, il y a des primes que l'on peut accorder ou ne pas accorder, il y a un certain nombre de moyens, d'instruments qui permettent, quand il y a des gens qui oublient l'esprit de service public, de les ramener dans le respect du public, parce qu'il faut leur rappeler qu'ils sont au service des citoyens. Donc on a ces moyens. Mais que Qui ne on puisse sont pas dire, appliqués, peut-être. mais c'est ça le problème. Et c'est ça la différence. Je me parlais d'Alfred Marie-Jeanne, c'est ça. C'est ça la différence avec la gestion précédente. La gestion Vous êtes pas précédente, raison avec c'est considéré que dès qu'un type demandait quelque chose, on lui dit, mais oui, on fait une inscription budgétaire. Bon. Et puis, aux autres, ce qui fait qu'en 2017, nous sommes en train de payer des associations sportives à qui on a promis des aides en 2012. Et c'est ça qu'on arrête. Comprenez?
Alors, tu reviens sur la CTM, c'est bien, j'aurais voulu parce que j'ai vu que France Entier a titré en gros, Yann Monplaisir veut casser la tirelire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer ça pour que les téléspectateurs puissent comprendre? Ça va être un peu plus compliqué, à mon avis. Non, Expliquer. je ne vais pas utiliser de langue de bois, il n'y a pas de tirelire. D'accord. Il n'y a pas de tirelire. Donc, en fait, il veut casser un truc qui n'existe pas. Voilà. Ce que je veux dire, Un truc vide. ce que je veux dire, et ceci dit soit sans, D'après lui. sans polémique, on ne peut pas être dans le déni de deux choses. Deux choses. Un, c'est que nous avons un endettement considérable et une situation financière difficile du fait de l'héritage. Je vais citer un exemple. Et deux, On est dans Johnny Hallyday, là, l'héritage. tout à fait. Et deux, c'est qu'il y a une donne nouvelle, fondamentalement nouvelle, c'est la loi de programmation budgétaire votée à l'instigation du président de la République Macron, 2018-2022. Mais qu'est-ce qu'il a proposé pour casser cette tirelire-là? C'est Il quoi dit, sa il dit qu'il faut proposition? faire un emprunt d'investissement. Bon. Or, il ignore, j'y viens, il ignore la chose suivante, c'est que premièrement, nous avons un taux d'endettement qui est déjà au-delà de ce qu'acceptent les banques, mais en plus au-delà de ce qu'a fixé le gouvernement. Donc on ne peut pas faire. Et que non seulement on ne peut pas s'endetter en plus, mais on doit faire descendre ce taux d'endettement. Et c'est ce que le budget, c'est ce que le budget essaie de faire. En rétablissant, alors je vais expliquer quelque chose qui est un peu complexe, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Quand le gouvernement dit vous devez baisser votre capacité de désendettement, ça veut dire que vous avez au numérateur votre dette, 590 millions d'euros, et en dessous, vous avez votre épargne. Si votre dette augmente et que votre capacité d'épargne, votre épargne diminue, eh bien, le nombre d'années qu'il vous faudra pour rembourser de dette doit continuer à augmenter. Donc, il faut, d'une part, diminuer, mais oui, il faut diminuer la dette. En fait, on devrait le nommer directeur général de la SNCF. Oui, c'est qu'il fait en lisson. C'est qu'il dit, les frères. Il faut augmenter l'épargne. Et comment on augmente l'épargne? L'épargne, c'est quoi? C'est un ménage, comprends ça bien. Hein? Il réduit ses dépenses. Tu as tes recettes et tes dépenses. Quand tu prends ton relevé de banque, hein, tu as deux colonnes, crédit, débit. Bon. Eh bien, si tu continues, si tes recettes, ton salaire n'augmente pas, ce que te donne l'État, il n'augmente pas, il est plafonné. Comment tu crées de l'épargne? Mais c'est faut diminuer sur tes dépenses. En fait, les gens... ce cours d'économie basique, ça me fait super plaisir. Je le prends, tu vois, et je l'applique à la SNCF. Bon, Oui. alors, Et ça vaut pour de l'argent public. Parce que Michel, il parle d'argent public, là. Alors, il parle de ce que... on peut toujours dire aux gens, le monde économique exige, etc., etc. Le monde Là, économique... tu reviens à ce qu'il y a... Alors, mais je te réponds. D'accord. Oui, d'accord. Je réponds. Le monde économique sait que la crise du BTP ne date pas de 2016. La crise du BTP date de 2007, avec un changement dans les lois de défiscalisation. Et la fin de l'année fiscale. Bon, premièrement, 2016, il y a eu deux grands chantiers. Deux grands chantiers qui se sont terminés, celui du plateau technique de l'Aménan, que tu as cité, et puis tu as celui du CCSP. 130 millions. Bon, au même moment nous arrivons aux affaires, on ne trouve pas de dossier d'études. Donc, tout le monde sait très bien que pour lancer un chantier, il faut faire des études, il faut les lancer. Il n'empêche que pour l'année 2017, la CTM a accordé à la commande publique 157 millions d'euros. Donc, par conséquent, il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. Et je termine malgré ces conditions difficiles, ce budget a réussi le tour de force. C'est une prouesse. D'ailleurs, je profite pour féliciter les techniciens de la CTM qui ont travaillé
D'ailleurs, il y a même quelqu'un de l'opposition qui l'a dit d'ailleurs au cours du débat. Hein. Bon, je crois que c'est Madame Tino qui a félicité la qualité du document que j'ai là. Le voilà. Okay. Bon. Sa lisibilité, sa clarté. Bon, eh bien, nous avons quand même pu inscrire 226 millions d'euros d'investissement. Bon, donc contrairement à ce que... Il y a un... Yann a quand même réussi à avoir 60 millions d'emprunts annoncés pour 2018. C'est pas Yann. Oui, non, mais Oui. il a exigé. Il n'a pas exigé. Non, C'est de la com. Non, il a dit, je veux d'emprunt. Non, je ne peux pas laisser passer cela. Non. Je reviens sur quelque chose que j'ai peut-être déjà dit, mais si je me répète, il y avait été inscrit 100 millions d'euros au budget primitif de 2017. Ouais. Quand on a négocié, aucune banque n'a voulu en prêter à la CTM compte tenu de sa situation financière dégradée. L'AFD, finalement, a accepté d'accorder 40 millions au titre de 2017 et 60 millions au titre de 2018 pour la seule et unique raison, c'est qu'ils ont confiance dans la capacité de rigueur de gestion d'Alfred Marie-Jean. Voilà, on parlait de rigueur. Voilà, c'est ça. Si la SNCF était bien gérée, eh ben, des banques lui auraient prêté de l'argent beaucoup moins. Alors, je vais demander aux téléspectateurs. 60 millions, c'est pas quelqu'un qui l'a exigé ni quoi que ce soit, c'est Marie-Jean Gueule. Donc, je vais dire quelque chose. Mais quand les téléspectateurs et C'est pour téléspectatrices l'embêter. Les 100 millions de départ, c'est pas... se sentent pas offusqués, mais déjà dans le passé, c'est comme on a dit, pas PTPO qui fait ça. Exactement. Oui, Donc, mais la réalité, c'est quoi? Non, mais La c'est ça, réalité, c'est quoi? c'est de la gestion qu'il faut faire. Mais quoi. attends, on parle là, mais la situation est catastrophique. Hein. On a l'air d'être gentil, etc. Aujourd'hui, là, les 34 villes de Martinique ne savent pas comment, à la fin du mois, elles payent leur salaire. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire en clair que nous sommes dans une situation où les types n'ont pas réalisé que la donne allait changer. Yo pas way. Ou alors, yo way, mais faire concis, yo pas way. Mais tu sais, tu vois ça dans des associations. Je regarde des budgets des associations. Mais les mecs, vous avez augmenté votre activité. Vous allez embaucher des gens. Ah oui, mais on aura plus de subventions. Ah bon? Oui, on a demandé plus de subventions. Ah bon? Vous avez demandé plus de subventions? Le budget de la CTM a baissé de 10 millions d'euros. Vous avez déjà vu ça, vous? Un truc qui fait plus d'1 milliard, qui baisse son budget. Le budget de la ville de Fort-de-France a baissé. Le budget de la ville du Lamentin a baissé. La CACEM a de baissé. 50 millions d'euros, frère. Tu sais ce que ça veut dire? C'est sur toi qu'on va prendre l'argent. De toute façon, la subvention de l'année dernière, elle ne sera pas remise en cause. Est-ce que les gens ont enfin accepté ça? Non, ils continuent. Ils vont acheter des robes, ils vont acheter des souliers, ils vont acheter des croisières. C'est fini, c'est terminé. Cette époque est terminée. Oui, elle est terminée à la fois faut changer de logiciel. pour le privé, Faut changer de et logiciel. pour le public. Or, le grand drame, c'est que le privé, tu peux pas faire autrement. Les Bogadio, madame, je suis désolé, mais je n'accepte pas vos chèques ou votre carte ne passe pas. C'est fini, tu peux te rouler par terre. Mais le public, comme les types ne payent pas cash, tu comprends? Ils payent à crédit, forcément. Ils lancent des chantiers, ils lancent des marchés, ils embauchent des gens, et puis à la fin, on fait quoi? Tu te rends compte? Sur l'ensemble de la France, le taux de croissance du nombre de personnes dans la fonction publique territoriale, 16%. Alors là, les gens... Après cette Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Après cette annonce-là, les gens vont être quand même inquiets en Martinique, ils vont se dire qu'ils ne vont pas toucher leur paye. Donc, faut... Mais il y a déjà eu, je te rappelle que la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES, Oui. ok, voilà une association qui a compté sur des subventions et puis qui a géré ces trucs. Ça fait 9 mois que les gens ne sont pas payés. 9 mois. Donc je raconte pas des cracks là. Mais je te plus dis. près de nous, l'UFM a d'ailleurs eu beaucoup de mal à payer ses salaires. Ils ont eu une subvention d'ailleurs de la CTM. Ouais. Exceptionnelle de la CTM. Mais ce que vous dites là, mais c'est absolument terrible parce que les associations
Et c'est pas de gaieté de cœur, elles embauchent pas pour embaucher, pour faire la fanfare et puis pour aller en croisière. C'est pas ça non plus. Hein. Les associations jouent un rôle fondamental de lien social. Mais bien entendu, Il y a association. Alors il y a des et associations qui se mettent en place pour ça. Mais vous allez me dire que Il y a des associations qui comme sont l'UFL, spécialistes des associations pour comme la attraper les CIS, Oui. qui prennent en charge les plus démunis, les plus déshérités, elles ont une vraie fonction de régulateur social de cette société. Pas toutes. Si elles n'étaient pas là, Pas toutes. il y aurait eu un vrai problème. C'est-à-dire que tous ces gens, que tous ces craqués qu'on voyait dans les rues de Fort-de-France, toutes ces femmes en déshérence, tous les gens défavorisés, les épiceries sociales et solidaires, etc., elles jouent vraiment un rôle parce qu'aujourd'hui, la situation est grave. c'est pas là le et que problème, les Nathalie. maires, c'est pas de gaieté de cœur Nathalie. qu'ils ont embauché dans les C'est années. pas Ils de n'ont pas gaieté. dit on va embaucher parce que la planche à billets, elle marche et puis c'est super, la vie est belle. C'est parce qu'elles étaient devant une vraie détresse sociale et qu'il a fallu faire face. Non, Quand Nathalie, vous avez la des détresse gens qui sociale viennent se vous voir confond qui avec ne la marchent- stratégie qui ne marchent électorale. pas, je suis Tu désolée, vois, mais il faut quand même dire ça. Le discours que tu tiens, il est vrai. C'est mais vrai, il faut que tu tiennes deux discours. c'est vrai, ça, en plus, partie, plus mais les manipulations c'est électorales. vrai, en il faut partie, le dire. Il faut dire ça. mais aussi. On crée aussi des associations avec des copains Oui. Alors, pour distribuer de il faut bien l'argent. faire la part des choses à et ce on, moment-là. et Il on faut masque bien faire la cela part des par choses. les meilleures intentions du monde en matière sociale. Alors, il faut bien faire la part des Bien. choses. Bon. Autrement, et je finis juste, tu ne citeras pas quand de Michel Branchy nous explique... Alors, écoutez Nathalie, parce qu'il faut qu'on finisse là. Quand on a Michel l'émission Branchy nous derrière. explique le fonctionnement d'une collectivité, c'est vrai qu'on prend les crédits, on prend le débit, on va, mais bien entendu. Sauf que quand vous réduisez sur votre budget, vous réduisez sur quoi? Lorsque vous avez réduit... Qu'est-ce qu'il faut faire, sur- Nathalie? Voilà, Qu'est-ce qu'il alors faut vous ne faire? partez pas Quand en tu n'as pas croisière, tout ça, d'argent, d'accord. quand Mais tu- lorsque il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut envoyer les enfants à l'école. Lorsque vous ne pouvez plus faire tout ça, la situation, elle devient intenable. Nous sommes C'est d'accord. Nous sommes d'accord. dans cette configuration-là qu'on Nous est. sommes d'accord. Je ne dis pas que c'est de gaieté de cœur que la collectivité aujourd'hui a réduit les dépenses et qu'elle se tourne drastiquement vers un rééquilibre budgétaire nécessaire. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est que la situation est critique. Nous sommes d'accord. Et vraiment critique. Et nous sommes Explosé. tellement d'accord que si tu as sous les yeux l'éditorial que j'ai écrit dans Justice, et nous pensons très clairement que il est fait, même s'il y a eu des abus, des mauvaises gestions, des exagérations de la part de certains gestionnaires de collectivités, il y a quand même un élément fondamental, c'est que cette nouvelle politique d'encadrement et des collectivités locales, elle ne tient pas compte du contexte économique de l'ensemble des pays d'outre-mer. Parce que, je vais citer quand même des chiffres. La collectivité territoriale de Martinique, si on prend la richesse de la Martinique, elle pèse à peu près 13% dans le PIB. Le poids de l'État, c'est 33%. Faire croire aux Martiniquais que la collectivité territoriale peut tout faire, de la part de certains de l'opposition, Non, mais tu as toujours, c'est de la non, mais tu as toujours supercherie. défendu ça Bon. ici, hein, je t'ai toujours entendu dire ça. Bon. Hein, que c'est l'État aussi qui. Bon, deuxièmement, l'ensemble des collectivités en Martinique, c'est 24% du PIB, alors que c'est 11% en France. Autrement dit, quand on limite les dépenses des collectivités, qu'on les empêche d'emprunter, qu'on leur met dans un étau financier, c'est beaucoup plus grave qu'en France. Et c'est pour ça que là, je suis d'accord avec Bapayé en chance, il faut s'adresser à l'État, lui dire que ils ont dit que l'égalité, c'est aussi, dans un tête aussi, l'équité. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte de la situation sociale que rappelle à juste titre Nathalie. C'est que nous ne pouvons pas pressurer s'il y a des abus, Bien mais sûr. il y a des associations qui, effectivement, font un travail qui empêche l'explosion sociale, qui font que, dans le sport, par exemple, le sport, bon, il y a beaucoup de gens qui sont des bénévoles dans le sport. Ils ont besoin d'une secrétaire, ils ont besoin d'un animateur. Bon. De ballons. Bon, de... il faut quand même leur permettre d'accomplir cette tâche-là.
Bon. Eh bien, cela, si ça continue, on va atteindre le tissu social. Et c'est pour ça que notre journal Justice, depuis plusieurs semaines, fait une campagne en disant que l'État français doit prendre ses responsabilités à l'égard de l'outre-mer. On va s'arrêter là. Je voudrais quand même saluer notre ami Serge Tali qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Et puis montrer aussi la une du progressiste, Yannick, si elle a été scannée, pour montrer que même en son absence, on parle du progressiste. Et voilà. Est-ce qu'on l'a, Yannick, s'il te plaît, le progressiste? Oui, mais voilà, Sinon, Serge est obligé de venir lui-même. Voilà, parler de ses affaires. Je dois voir un progressiste. Ouais, non, mais je pense que, bon, ben, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. Il a arrêté, là. À tous les trois, donc. Non, bon, apparemment, bon, on l'a pas. Je ne l'ai pas encore vu, en tout cas, moi. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Cette émission était peut-être technique, mais je crois que les Martiniquais ont besoin d'apprendre et d'entendre ce genre de choses-là. Hein, Pas que les Martiniquais. Enfin, oui, tous ceux qui nous regardent, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Mais toutes les collectivités d'outre-mer subissent le même sort que la CDM. Hein. Je crois que tu as dit que J'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous apporter, je pense, les chiffres et vous allez découvrir que la situation n'est pas critique. Hein. La situation est totalement catastrophique. Alors, si tu peux nous les donner, même très tôt, on peut les diffuser à l'antenne pendant le Je vais essayer de vous les amener. À mon avis, ce serait bien. Tu nous envoies ça par mail. Ce serait bien de l'envoi de civique parce que je suis assez attiré De l'absence de l'absence de débat sur ces questions-là. Ouais. Bien. Je te dis que, à part quelques-uns dans la majorité de la CTM, il y a des gens qui ont adopté, je ne vois rien, je ne sais rien, je suis aveugle, je n'entends rien. Non, mais il y a des gens de la minorité aussi qui comprennent et qui voient. Non? Quelques-uns. Oui, quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. Et puis, il y a aussi le maire du Loin qui est parti en marche, qui s'est abstenu. Bon, tu as aussi un type comme Zobda. Oui. Zobda, il est premier adjoint au maire du Lamentin. Il sait très bien quelle est la situation. Et pourtant, la Lamentin est une commune réputée riche. Oui, mais qui est en situation difficile. Qui est en On en a situation- pour 11 années de désendettement. Pour arriver à un désendettement efficace, il faudrait 11 ans pour que la Et nous sommes situation... descendus de 13 à 11. De 13 à 11. Et il nous Donc, on faudrait... n'est pas sorti de l'auberge. Et l'État nous dit que c'est 9 maximum. C'est ça. Et c'était 9. Donc, Le débat est très normalement, on devait intéressant, être mais il nous faut sous-tutelle. conclure. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Continuons à regarder Zouk Télévision et à très bientôt. Bye bye.